Bonjour. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez répondre par chat. Oui, Très bien. Alors, est-ce que tout le monde voit le fichier PDF? oui, Très bien. Donc, on peut commencer. Alors, donc la dernière fois, on avait fait l'exercice suivant. C'était, si vous vous rappelez, l'indépendance linéaire d'un système de vecteurs. C'était ce système-là. D'accord? Voilà. Donc, on avait à étudier l'indépendance linéaire du système de vecteurs. Alors, je ne sais pas comment éloigner ça. Voilà. Normalement, ici. Voilà. Très bien. Donc, pour étudier l'indépendance linéaire de ce système de vecteurs, qu'est-ce qu'on avait fait en cours? On avait donc dit, si vous avez trois éléments x, y, z qui sont dans R, tels que la combinaison linéaire xu1 plus y2 plus zu3 égale à 0, c'est équivalent à dire que x facteur du premier vecteur plus y facteur du second vecteur plus z facteur du troisième vecteur égale 0. Donc cela se traduit par un système d'équations. Donc en cours, dans notre dernier cours, on avait ce qu'il faut faire en général pour résoudre les systèmes. La méthode la plus efficace, comme j'ai dit, c'était l'échelonnement. La méthode de Gauss, c'est-à-dire cela consiste à donner à notre système la forme d'un escalier, d'accord? Donc la forme d'un escalier, c'est-à-dire il faut faire en sorte que, en passant d'une ligne à la suivante, il y ait au moins un zéro, il y ait au moins une variable qui disparaît. Donc ici, par exemple, on a pris la troisième ligne et on a retranché la première pour faire disparaître le x. Et donc là, l'escalier commence à apparaître. Vous voyez? Alors maintenant, on s'aperçoit que les lignes 2 et ligne 3 moins ligne 1 sont opposées l'une de l'autre. D'accord? Et par conséquent, on peut supprimer la dernière ligne, d'accord? Donc, vous voyez, comme ceci, on a un système en escalier. Voilà. Ça, c'est la forme de Gauss de notre un système échelonné. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les variables qui sont là, qui sont sur les marches de l'escalier, c'est ce qu'on appelle les inconnues principales du système. D'accord? Alors, les coefficients de ces inconnues principales, qui sont dans notre cas x et y, donc ici, le coefficient c'est 1, et ici, le coefficient de y c'est 1 aussi. Alors, ces coefficients 1 et 1, c'est ce qu'on appelle le pivot du système. D'accord? Alors, l'inconnu qui n'est pas à côté, des pivots, hein, eh ben, qui n'est pas sur l'inconnu Z qui n'est pas sur les marches de l'escalier, c'est ce qu'on appelle une inconnue secondaire. Alors, pour résoudre un système donc linéaire, je le répète, la méthode la plus efficace consiste donc à lui donner la forme en escalier. Alors, ce qu'il faut faire après, c'est qu'il faut envoyer l'inconnu secondaire ou les inconnus secondaires, c'est-à-dire les inconnus qui ne sont pas sur les marches de l'escalier. Bien sûr, vous pouvez intervenir s'il y a quelque chose qui cloche, hein. Sinon, je vais continuer tout seul. Alors, d'accord. Donc, je disais, ce qu'il faut faire pour résoudre un système à quitter la réunion. Alors, bon, il y a déjà quelqu'un qui a quitté la réunion. Donc, ce qu'il faut faire pour résoudre un système comme celui-là, c'est qu'il faut envoyer l'inconnu secondaire au second membre. Donc, Z, on l'envoie au second membre. Et puis, on a le système qui est sous cette forme-là. X plus Y égale à Z et Y égale à 3Z. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive à ce niveau? Il faut donc résoudre le système en partant de bas vers le haut.
parce que vous voyez, y, on le retrouve tout de suite ici, c'est égal à 3z, et x, puisque y en l'a, on peut tirer x. Donc on déduit que x, c'est z moins y, c'est-à-dire z moins 3z, donc moins 2z, et y, c'est 3z. D'accord? Alors, par conséquent, l'ensemble des solutions de notre système, je le répète, eh bien, c'est les x, y, z qui sont de la forme moins 2z, 3z et z. Autrement dit, z facteur du vecteur moins 2, 3, 1. Par conséquent, alors, pardon, je reviens en arrière. Les solutions du système, on déduit que l'ensemble des solutions du système, c'est l'ensemble des triplés qui sont multiples de ce vecteur-là. D'accord? Et cet ensemble, bon, d'accord. Donc, un autre qui a quitté la réunion, donc je suppose qu'il y a des problèmes de connexion. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a rejoint la réunion aussi. Donc, on déduit que f est une partie liée. Pourquoi f est une partie liée? Parce que c'est seulement quand on prend z égale à 0 qu'on trouve le vecteur 0, 0, 0. Donc, par contre, si on prend z qui est différent de 0, eh bien, vous voyez que le triplet x, y, z de solution du système, eh bien, il n'y a pas que 0, 0, 0. Par exemple, si vous prenez z égale 2, vous trouvez le triplet moins 4, 6 et 2, qui est une solution du système, et qui n'est pas le triplet 0, 0. Alors, donc, quand la solution du système n'est pas réduite à 0, 0, 0, hein, c'est-à-dire quand ce n'est pas l'unique solution, on dit que le système est libre. Voilà. Et donc, dans notre cas, nous avons un système libre. Alors, j'insiste encore une fois sur cette méthode de résolution du système, des systèmes linéaires, qui est donc la méthode la plus efficace pour résoudre les systèmes d'équations. C'est ce qu'on appelle la méthode de Gauss. Alors, en résumé, qu'est-ce que c'est que cette méthode de résolution des systèmes linéaires par la méthode de Gauss? Elle consiste donc à échelonner le système par le bas, c'est-à-dire on fait des combinaisons linéaires des lignes des systèmes pour le rendre tel que, en passant d'une ligne à la suivante, on élimine au moins une inconnue. Vous voyez, par exemple ici, en passant de la première ligne à la suivante, on a éliminé l'inconnu x. Donc là, c'est la forme échelonnée du système. D'accord? Alors, donc je le répète, ici, vous voyez le coefficient 1 de x dans la première ligne et le coefficient 1 de y dans la deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les pivots du système. Et donc, j'ai dit que les inconnus x et y, alors je regarde s'il y a des chats. Bon, il y en a qui n'entendent rien. C'est bien. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Alors, bon, je continue. Donc, je dis que le coefficient 1 de x dans la première ligne et le coefficient 1 de y dans la deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les pivots du système. Voilà, c'est les coefficients qui sont sur les marches, si vous voulez, les marches de notre escalier. D'accord? On a un système échelonné. Alors donc, ces coefficients-là sont ce qu'on appelle les pivots du système. Et puis, les variables qui sont à côté de ces pivots, c'est ce qu'on appelle les variables, les inconnues principales. Maintenant, les variables qui ne sont pas sur les marches de l'escalier, ce qu'on appelle les inconnus secondaires. Et donc, comment on résout un système quand on a mis sous forme de Gauss? Donc, je le répète, ça consiste à envoyer les inconnus secondaires au second nombre, d'accord? Voilà. Donc, je continue. Donc, pour finir, par la méthode de Gauss, on résout le système par rapport aux inconnues principales, d'accord? C'est-à-dire, on résout le système par rapport à CY, hein? Donc, Z, ça devient un paramètre, hein, vous voyez. Et puis, il faut aller de bas, c'est-à-dire, on tire d'abord Y en fonction de Z,
on en déduit x en fonction de z. D'accord? C'est-à-dire, on en déduit les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires. Voilà. Alors, une autre façon de continuer, de finir la résolution du système, c'est de continuer après Gauss. C'est-à-dire, pas seulement de faire Gauss, mais de faire ce qu'on appelle Gauss-Jordan. La méthode de Gauss-Jordan, on continue comme suit. Donc, on était arrivé à ce niveau-là. Ça, c'est l'échelonnement de Gauss. Eh bien, l'échelonnement de Gauss, ça veut dire qu'il n'y a rien sous les pivots. Donc, vous voyez, il y a un pivot ici, et ici, il y a 0x. Donc, il n'y a rien sous les pivots. Alors, Gauss-Jordan, on continue à faire des combinaisons linéaires de telle sorte qu'il n'y ait rien sous les pivots et au-dessus des pivots. Vous voyez? Donc, le premier pivot, il n'y a rien au-dessous, d'accord? Il y a 0. Et puis, on va faire en sorte qu'il y ait ici. Pour cela, on va faire la ligne 1, on va lui retrancher la ligne 2, et puis le Y, il va disparaître, et on se retrouve avec ce système-là. Donc, l'avantage ici, c'est qu'on a directement les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires. Vous voyez, hein? Donc, on a X, on a directement, donc si on poursuit, voilà, donc il y a quelqu'un qui n'entend rien et qui a quitté la réunion, d'accord? Hein? J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, donc, nous avons ce qui est intéressant donc, quand on fait Gauss-Jordan. Voilà, il y a un deuxième qui a quitté la réunion, je suppose qu'il n'entend rien. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'ai l'avantage, donc, je répète, voilà, donc il y a quelqu'un qui vient de rejoindre la réunion. Donc, alors, l'avantage, donc, de la méthode Jordan, c'est que donc, bon, on poursuit un petit peu le travail, mais on a le résultat directement, c'est-à-dire on a directement X et Y, les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires. C'est-à-dire ici, on retrouve directement X, Y, Z en fonction de l'inconnu secondaire. Voilà, donc on a la résolution du système, on retrouve la même solution. Donc on retrouve comme ça que l'ensemble, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui a quitté la réunion. On retrouve donc que l'ensemble des solutions du système, c'est l'ensemble des multiples du vecteur moins 2, 3, 1. Voilà. Donc, et comme l'ensemble des solutions du système, ce n'est pas le vecteur 0, 0, 0, on retrouve que nous avons un système qui est lié. Voilà. Zoom. Dans la méthode de Gauss, hein, ça consiste à échelonner le système de telle sorte qu'on n'ait que des zéros sous les pivots, alors que dans la méthode de Gauss-Jordan, on poursuit de telle sorte qu'on ait des zéros au-dessous des pivots et au-dessus des pivots. Voilà. C'est bien. On va donc pour la méthode de Gauss. Donc j'insiste, la méthode de Gauss, c'est la bonne méthode, si vous voulez, pour résoudre les systèmes. C'est la méthode la plus efficace. Hein. C'est la méthode la plus efficace, donc je vous conseille de l'utiliser pour résoudre les systèmes, parce que dès qu'on a à vérifier la dépendance ou l'indépendance d'un système d'équations linéaires, eh bien, on doit résoudre un système. Hein. Et donc, pour résoudre les systèmes, la méthode la plus efficace, ben, c'est la méthode de Gauss. Bon. Alors, voilà. Alors, très bien. Donc, je reviens sur quelques définitions sur des espaces vectoriels. Donc, ça, c'est la définition d'un sous-espace vectoriel. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a quitté la réunion. Je suppose qu'il ne voit rien ou qu'il n'entend rien. Voilà. Donc, là, c'est la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc, un sous-espace vectoriel, je le répète, c'est une partie non vide de E de l'espace vectoriel qui est stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire quel que soit x, y dans F, eh bien, et quel que soit lambda et mu, lambda x plus mu y, il est dans F. Il est stable par combinaison linéaire. Voilà. Par exemple, l'ensemble des polynômes est un espace vectoriel et
comme on a dit, l'ensemble des polynômes de degré O plus n est un sous-espace vectoriel de l'espace des polynômes. Voilà. Hein? Alors, bon, donc là, c'est déjà vu normalement. La notion de combinaison linéaire et d'espace engendré, normalement, on en a parlé. Donc, je rappelle que l'espace engendré par les vecteurs x1, x2, xn, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs x1, x2, xn, d'accord? Et ce qu'on appelle x1, x2, xn entre crochets, c'est un sous-KEV de E qui est dit espace vectoriel engendré par les vecteurs x1, x2, xn. Voilà. Alors, maintenant, on a des parties particulières. Si K est un corps et que N est un entier non nul, on va poser En. C'est l'ensemble des vecteurs de la forme E1, En de Kn, qui sont de la forme suivante que les fameux EI. Alors, EI, c'est quoi? C'est le n-uplet d'éléments de K, tel que toutes les composantes sont nulles, sauf la IM, qui est égale à l'élément neutre de la multiplication du corps. Voilà. Et donc, ça veut dire, par exemple, E1, c'est 1K, 0K, 0K, etc. E2, c'est 0K, à la deuxième, c'est 1K, et puis des 0, etc. En, c'est 0K, 0K, et la dernière, il y a 1K. Voilà. Alors donc, par exemple, nous avons dit que E1, En, c'est une, pour le moment, c'est une partie génératrice du KEV Kn, parce que tout élément de Kn est une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Hein, comme vous le voyez, si vous prenez un n-uplet quelconque, eh ben, il s'écrit somme des AI, EI. Voilà. De même, la partie 1, x au carré, xn, donc il y a de quitter la réunion, ça veut dire que je suppose que soit il ne voit pas, soit il n'entend pas ce que je raconte. Alors donc, dans Kn de x, qui est l'ensemble des polynômes de degré O plus n, eh bien, la partie 1x, x au carré, xn est une partie génératrice du KEV, Kn de x. Et donc, pour ce qui est de la notion de partie libre, nous avons dit qu'une partie libre, alors là, c'est la définition, une partie libre, x1, xn d'un espace vectoriel, c'est une partie telle que si une combinaison linéaire de ces vecteurs-là est nulle, alors tous les coefficients sont nuls. Voilà. Autrement dit, donc, en particulier, pour la contraposer, c'est une partie liée si et seulement s'il existe une combinaison linéaire nulle, telle que les coefficients ne soient pas tous nuls. Hein. Les lambda i ne sont pas tous nuls. Ils sont non tous nuls, pas tous non nuls. Voilà. Alors, un exemple de partie libre, la fameuse partie E1, En de Kn est une partie libre de Kn. Voilà. Hein? Et puis, de la même façon, voilà, donc il y a quelqu'un d'autre qui a quitté la réunion, je suppose qu'il ne voit pas ou qu'il n'entend pas. Alors, de la même façon, si vous prenez un x, x au carré, xn, c'est une partie libre de k de x, parce que nous avons dit qu'un polynôme nul, c'est un polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Voilà. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que toute partie d'une partie libre est aussi une partie libre. Hein? Donc, si vous avez A, B qui est une partie libre, et que... Non, attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, si B est une partie libre, alors A est aussi une partie libre. Donc, si A est une partie de B, et que B est une partie libre, alors A est aussi une partie libre. Donc voilà, c'est un résultat facile, mais il peut être utile dans les exercices. Le fait que toute partie d'une partie libre est libre, ça peut être utile dans les exercices si ça évite de faire des calculs inutiles. Voilà. Alors,
maintenant la notion de base et de dimension. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une base d'un espace vectoriel? On dit si E est un K-espace vectoriel et que B est une partie de E, on dit que B est une base de E. Si B est une partie qui est à la fois libre et génératrice. Alors, des exemples de base, eh bien, la partie En qui est égale à E1, E2, En, ou quel que soit I allant de 1 à N, EI, c'est le fameux vecteur EI qui a des zéros partout sauf à la IM place, eh bien, c'est une base de Kn. Voilà. Et donc, de la même façon, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la base canonique. Si vous voulez, la base, c'est une base distingue, c'est une base particulière, d'accord? Donc, quand on vous dira la base canonique de R2, eh bien, c'est la base qui est formée par IJ, où I c'est 1, 0, et J c'est 0, 1. Voilà. Alors, proposition numéro 2, eh bien, 1x, x2, xn, c'est une base du KEV, Kn de x. Là, c'est la base canonique de Kn de x. Voilà. Alors, on a un théorème important qui est très utile dans les exercices. Donc, si E est un K-espace vectoriel, donc ayant une base à n éléments, d'accord? Si L est une partie libre de E, alors cardinal de L est inférieur à n. C'est-à-dire que toutes les parties libres de l'espace vectoriel ont moins d'éléments que la base, d'accord? Maintenant, quand une partie libre elle a autant d'éléments, alors c'est une base, et réciproquement. C'est-à-dire qu'une partie libre a autant d'éléments que la base, si et seulement si elle est elle-même une base. On a un résultat analogue pour les parties génératrices. Si vous avez G qui est une partie génératrice de E, alors cardinal de G, il contient au moins un élément. C'est-à-dire que toute partie génératrice contient plus d'éléments que la base. Voilà, donc il y en a deux qui ont quitté la réunion. Je suppose que soit ils ne voient pas, soit ils n'entendent pas. D'accord. Alors, donc je répète, si G est une partie génératrice de E, alors le cardinal de G, il contient plus d'éléments que la base. Et oui. Donc, une partie qui a autant d'éléments que la base est une base elle-même, et réciproquement, si G est une base, elle contient autant d'éléments que N. Donc, ce théorème-là permet de diviser le travail par 2. Donc, il est très utile dans des exercices. Pourquoi? Parce que si vous vérifiez, si par exemple vous êtes dans R3, si vous trouvez dans R3 une partie libre qui a 3 éléments, alors c'est automatiquement une base. Hein, vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine de vérifier qu'elle est génératrice. Elle est automatiquement une base à partir du moment où vous avez vérifié qu'elle est libre et qu'elle a 3 éléments. De la même façon, si vous avez une partie génératrice dans R3 qui a 3 éléments, donc ce n'est pas la peine de vérifier qu'elle est libre. Donc ça vous divise le travail par 2. Bien sûr, il faut connaître le nombre d'éléments d'une base. Alors, ce théorème-là nous permet de dire que si un espace vectoriel, il admet une base à n éléments, qui a n éléments, alors toutes les autres bases ont aussi n éléments. C'est-à-dire qu'un espace vectoriel ne peut pas avoir à la fois une base à 2 éléments et une base à 4 éléments. C'est-à-dire le nombre d'éléments de toutes les bases, c'est le même. Alors, l'intérêt de cette histoire-là, bon, bien sûr, maintenant qu'on sait que toutes les bases ont le même nombre d'éléments, ce nombre commun d'éléments à toutes les bases, c'est ce qu'on appelle la dimension de l'espace vectoriel. D'accord? Hein? Voilà. Donc, définition. Si E a une base à n éléments, on dit que l'espace vectoriel E est de dimension n, et on va noter
dimension de E sur K, où dimension de E égale à n. Hein? Donc, comme En est une base de Kn, donc, vous voyez, En, il a n éléments, donc la dimension de Kn, c'est n. Et comme 1x, x de xen est une base de Kn, donc dimension de Kn, c'est n plus 1. Voilà. Alors, si E, c'est l'espace vectoriel qui contient que 0, hein, alors par convention, le vide est une base de E, et donc la dimension de E, c'est 0. Voilà. Alors, utilité pratique de la proposition du théorème précédent. Par exemple, supposons que dans R3, on vous donne 4 vecteurs. Alors, on vous dit, est-ce que les 4 vecteurs forment une partie libre? Ce n'est pas la peine de faire de calcul, puisqu'il y a toute partie libre à moins d'éléments de dimension. Donc, dans R3, puisque R3 est de dimension 3, toute partie à 4 éléments est automatiquement libre, sans aucun calcul, parce que une partie libre a toujours moins d'éléments que la base, d'accord? Moins d'éléments que la dimension. Par exemple, dans R4, puisque R4 est de dimension 4, toute partie qui contient 5 éléments ou plus est automatiquement liée. Hein? Toute partie qui contient 6 éléments dans R3 est automatiquement liée, parce qu'une partie libre contient moins d'éléments que la dimension. Hein? Donc je répète, par exemple, vous placez dans R4, qui est de dimension 4, qui a une base à 4 éléments. Dans R4, si vous prenez une partie ayant 5 éléments, c'est une partie qui est automatiquement liée. Parce que si elle était libre, elle aurait moins d'éléments que la dimension. D'accord? De toute façon, dans R4, une partie qui contient 2 éléments ne peut pas être une partie génératrice. Parce qu'une partie génératrice contient toujours plus d'éléments que la base, que la dimension. Hein? D'accord? Donc, c'est un résultat pratique qui permet, donc, quand on connaît un peu de théorie, de ne pas faire de calculs inutiles et donc de gagner du temps dans les exercices. Hein? Je répète, par exemple, si vous placez dans R3, une partie génératrice ne peut pas avoir 2 éléments. Hein? Et dans R4, une partie libre ne peut pas avoir 5 éléments. Hein? Une partie qui a 5 éléments est forcément liée. Parce que si elle était libre, elle aurait moins d'éléments que la dimension. Voilà, donc ça c'est l'utilité pratique de notre théorème. Un théorème très important. Parce que ça permet de gagner du temps dans les exercices. Voilà. Hein? Très bien. Alors maintenant, la notion de somme directe de sous K espace vectoriel. Donc, on va supposer que E est un K espace vectoriel et que F et G sont 2 sous KEV de E. Et on va poser F plus G, c'est l'ensemble des éléments de la forme X plus Y, où X est un élément du premier espace F et Y un élément du second espace G. Alors, qu'est-ce que c'est que F plus G? Par définition, F plus G, donc c'est l'ensemble des sommes, je le répète, d'un élément de F et d'un élément de G. Donc ça, c'est la loi de E, d'accord? Et donc on peut additionner un élément de F et un élément de G, 2 éléments de E. Et donc, ce F plus G là, c'est un sous-espace, on va le vérifier, c'est un sous-espace de E qu'on appelle somme des espaces F et G. Hein? Attention, ce plus là, c'est quelque chose qu'on vient de définir. Ça n'a rien à voir avec ce plus-ci, d'accord? Parce que ça, c'est une somme de sous-espaces, alors que ça, c'est une somme de vecteurs, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que la somme de 2 sous-espaces est un sous-espace? D'abord, si X, il est dans F, alors X s'écrit X plus 0E. Donc, X est un élément de F, 0E est un élément de G, et donc, vous voyez, X est un élément de F plus G, autrement dit, F est une partie de F plus G qui est une partie de E, et donc F plus G n'est pas vide. Voilà, première condition
pour qu'une partie soit un sous-espace de F, il faut que ce soit une partie non vide de F. C'est le cas. Maintenant, pour montrer que F plus G est un espace vectoriel, il faut vérifier qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc, je vais prendre deux éléments de F plus G, un élément x1 plus y1 de F plus G et un élément x2 plus y2 de F plus G et deux scalaires lambda mu de K. Bien sûr, je suppose que x1, x2 sont dans F et y1 et y2 sont dans G. Alors dans ce cas, quand je fais la combinaison linéaire lambda fois x1 plus y1 plus mu fois x2 plus y2, je vais trouver, puisque la multiplication des scalaires est distributive par rapport au vecteur, donc je vais trouver lambda x1 plus mu x2 plus lambda y1 plus mu y2. Et donc, comme ceci est un élément de F1, puisque F1 est un sous-espace vectoriel, puisque stable par combinaison linéaire, et que ceci, alors c'est un élément de G, ça c'est un élément de F, puisque x1 et x2 sont dans F, et ça c'est un élément de G, puisque y1 et y2 sont dans G. Donc, en faisant une combinaison linéaire de deux éléments de F plus G, je retrouve bien un élément de F plus G, et donc on vient de démontrer que F plus G est un sous-espace de E. Donc ce sous-espace-là, c'est ce qu'on appelle somme des espaces F et G. D'accord? Bien. Alors, une remarque qui est utile dans les exercices, si E est un KEV et que x1, x2, x1, y1, y2, yn sont des éléments de E, si vous faites la somme de l'espace vectoriel engendré par x1, xn et de l'espace vectoriel engendré par y1, yn, vous trouvez l'espace vectoriel engendré par les vecteurs x1, xn et y1, yn. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que cette somme? C'est l'ensemble des sommes d'une combinaison linéaire de x1, xn et d'une combinaison linéaire de y1, yn. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une combinaison linéaire de tous. Voilà. Donc, ce résultat, il est très utile dans les exercices. Alors, maintenant, quand est-ce qu'on va dire qu'une somme de deux sous-espaces est directe? Alors, on dit que la somme f plus g est directe si l'intersection est égale à 0. Et donc, dans ce cas, au lieu de noter la somme f plus g, on va la noter f plus g, c'est-à-dire qu'on entoure le plus d'un rang. Mais c'est toujours le même ensemble. C'est-à-dire, quand on le note comme ça, c'est toujours un même ensemble. Donc, c'est, si vous voulez, c'est comme une décoration. Hein. C'est toujours le même ensemble, mais ce plus-là, c'est une qualité. C'est pour dire que c'est une somme, mais qui est directe. Mais f plus g avec un rang autour de plus, c'est toujours l'ensemble des sommes d'un élément de f et d'un élément de g. Voilà. Alors maintenant, la notion de supplémentaire. Si vous avez deux f et g de E, et que E, c'est la somme de f et de g. Alors, quand est-ce qu'on dit que, alors à ce moment-là, pardon, dans ce cas-là, on dit que g est un supplémentaire de f dans E. Donc, quand est-ce qu'on dit que g est un supplémentaire de f dans E? C'est quand E, il est égal à la somme des espaces et que cette somme, elle est directe. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez un espace vectoriel E et deux sous-espaces f et g de E, on dit que G est un supplémentaire de f dans E si E, il est égal à la somme directe de f et de g. C'est-à-dire, si E, c'est la somme de f et de g, ou si vous voulez, si la somme des vecteurs, le sous-espace somme f plus g, il est égal à E, hein, parce que dans le cas général, on n'a qu'une inclusion, f plus g inclus dans E, mais quand cette inclusion, elle est une égalité, c'est-à-dire f plus g égale à E, et qu'en plus l'intersection est égale à 0, on dit que g est un supplémentaire de f dans E. Voilà. Hein, bien sûr, c'est symétrique. On dit aussi que f est un supplémentaire de g dans E. D'accord? Voilà. Alors, donc, quelle propriété importante à retenir? Donc là, je ne fais pas la démonstration. Bon, c'est toujours intéressant de faire le maximum de démonstrations possibles.
je vous ai envoyé, pour ceux qui sont un peu courageux, les démonstrations complètes de ces propriétés, mais bon, c'est pas indispensable. Bon, si vous avez le temps, vous pouvez essayer de les lire, donc c'est sous forme d'exercices supplémentaires, mais bon, c'est pas indispensable pour faire les exercices. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ces propriétés-là qui sont très utiles dans les exercices. Mais bon, chaque fois qu'on peut faire les démonstrations, il ne faut pas hésiter à les faire parce que, je le répète encore une fois, plus on connaît de théorie et moins on fait de calculs inutiles. Voilà, donc c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant si vous avez le temps. Mais bon, quand on a 6 modules, bon, on peut ne pas trouver le temps pour faire toutes les démonstrations. Alors, les propriétés donc à retenir sur les dimensions. Si vous avez donc, mais il faut retenir ces propriétés, hein, c'est très important parce qu'elles sont utiles dans les exercices. Donc, si vous avez E qui est un K espace vectoriel qui a une base finie et que vous avez F et G qui sont deux sous-KE et de E, alors d'abord, la dimension du sous-espace, elle est toujours inférieure à la dimension de l'espace, c'est-à-dire la dimension de F est inférieure à la dimension de E. Maintenant, quand est-ce qu'on a l'égalité des dimensions? On a l'égalité des dimensions si et seulement si on a l'égalité des espaces. C'est-à-dire que dimension de F égale à dimension de E, si et seulement si F égale à E. Maintenant, la dimension de F égale à 0, si et seulement si F c'est l'espace vectoriel nul. D'accord? Alors, maintenant, la formule sur la dimension de la somme. C'est comme le cardinal de la réunion. Donc, quand vous faites le cardinal de la réunion de deux ensembles A et B, donc le nombre d'éléments de la réunion de deux ensembles, c'est le nombre d'éléments du premier ensemble plus le nombre d'éléments du second ensemble, moins le nombre d'éléments de l'intersection, parce que vous les avez comptés deux fois. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les dimensions. Bon, vous pouvez regarder la démonstration dans les exercices supplémentaires. Mais bon, donc la formule sur les dimensions de la somme, elle nous dit que la dimension de la somme des deux sous-espaces est égale à la dimension du premier espace plus la dimension du second espace moins la dimension de l'intersection. C'est-à-dire dimension de f plus g égale dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. Voilà. Alors, en particulier, quand est-ce que la dimension de la somme est égale à la dimension? Eh bien, la dimension de f plus g est égale à la dimension de f plus la dimension de g, si et seulement si la partie qu'on retranche est nulle. C'est-à-dire si et seulement si la dimension de f inter g est égale à 0. Et la dimension d'un espace est nulle si et seulement si l'espace est nul. D'accord? C'est-à-dire si et seulement si f inter g est égal à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire que f inter g est égal à 0? Ça veut dire que la somme est directe. Donc, on a retrouvé que la dimension de la somme de deux sous-espaces est égale à la dimension de la somme, à la somme des dimensions. Hein, dimension de f plus g égale à la dimension de f plus la dimension de g, si et seulement si la somme est directe. Alors voilà, donc comme application, on va regarder, alors j'enlève ça parce qu'on ne voit pas le vecteur, non, le vecteur U3, on le voit. Donc, exercice d'application, donc on va considérer les vecteurs U1, U2, U3 suivants. On va poser F, c'est la partie qui est formée des trois vecteurs, d'accord? Et puis, grand F, c'est l'espace vectoriel engendré par les trois vecteurs. Donc attention, il y a une différence entre F qui est une partie à trois éléments et grand F qui est un espace vectoriel, donc une partie infinie. Donc F droit comme ça n'a rien à voir avec le F calligraphique, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier que F est une partie liée de R3 et il faut extraire une base B de F et puis il faut compléter B en une base B' de R3. Bon, alors là, pour faire cet exercice, on aura besoin
notion de l'échelonnement des vecteurs. Donc pour le moment, vous pouvez réfléchir à cet exercice. On le fera, c'est-à-dire que, bon, vérifier directement à l'aide d'un système si le système est libre ou pas, ça prend du temps. Par contre, on a la méthode d'échelonnement des vecteurs, qu'on va voir la prochaine fois, qui est une méthode plus puissante. Hein, vous pouvez regarder le tirage sur l'échelonnement, qui est une méthode plus puissante pour vérifier que le système est libre ou pas. Hein. Voilà, donc on en parlera, on résoudra cet exercice dans un prochain cours. Hein. De toute façon, vous avez normalement, dans les tirages, j'ai détaillé ça, vous pouvez le lire en attendant. Hein, vous regardez les tirages que je vous ai envoyés. Alors pour le moment, on va parler des sommes directes. On va regarder un exercice sur direct. On reviendra sur l'exercice précédent sur l'échelonnement, l'exercice A. Alors là, dans le REV R3, donc on va considérer les sous-espaces F engendrés par I et J G engendrés par K, et H engendrés par J et K. Bon, oui, JK, c'est la base canonique de R3, c'est-à-dire I, c'est E1, donc c'est le vecteur 1, 0, 0. J, c'est le vecteur E2, c'est-à-dire le vecteur 0, 1, 0. Et K, c'est le vecteur E3, c'est-à-dire le vecteur 0, 0, 1. Donc, il faut montrer que F, donc l'espace engendré par I et J, c'est le plan X au Y, que G, c'est l'axe OZ, et que H, c'est le plan Y au Z. Il faut montrer que F plus G égale R3, et que F plus H égale R3. Il faut montrer que la somme F plus G est directe, alors que la somme F plus n'est pas directe. Donc, vous avez un exemple de somme qui est directe et un exemple de somme qui n'est pas directe. Et puis, pardon, il y a la dernière question. Voilà. Bon, attends, non. Alors, est-ce que ça part? Non, 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 ça ne veut pas partir. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux la voir? Est-ce que... Non, on ne peut pas voir la question. Alors, voilà. Voilà. Ah, voilà. Donc, on va considérer G', la question 4. Il faut montrer que G' inter G, c'est 0 R3, c'est-à-dire que la somme G plus G' est directe. Elle est directe, mais cette somme directe, ce n'est pas R3. C'est-à-dire que la somme G plus G' est directe, mais ce n'est pas R3. C'est-à-dire que G et G' ne sont pas supplémentaires dans R3. Attention, dire que la somme est directe, ça veut dire que les vecteurs sont supplémentaires. D'accord? Supplémentaire, ça veut dire que la somme est directe et c'est l'espace tout entier. D'accord? Voilà. Alors, concrètement, alors qu'est-ce que c'est que F? C'est l'espace vectoriel engendré par I et J. Donc, l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur I et du vecteur J, hein, c'est-à-dire des lambda facteurs de 1, 0, 0 plus mu facteur de 0, 1, 0, lambda mu dans R. Et puis, donc, c'est les éléments de la forme lambda mu égale à 0, tel que lambda et mu sont dans R. Donc, la troisième composante est nulle. Ça veut dire qu'on est dans le plan qui est là. D'accord? Il n'y a rien sur Z. D'accord? Voilà. Donc, le repère est direct. I, J, K. Règle des trois doigts, hein, des physiciens. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le plan F. Hein. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'espace vectoriel G? Oui, c'est ça. C'est l'espace engendré par K. C'est donc l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur K, donc des multiples du vecteur 0, 1, 0, donc des vecteurs de la forme 0, 0, 1. Vous voyez? C'est donc cet axe, l'axe OZ, d'accord? Maintenant, si vous faites H, alors vous allez trouver l'ensemble des vecteurs engendrés par J et K, c'est-à-dire des combinaisons linéaires de J et de K, donc de la forme A facteur de 0, 1, 0 et de B facteur de 0, 0, 1, A et B étant dans R. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ensemble des vecteurs de la forme 0, AB, où A et B sont dans R. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, la première composante est nulle, donc il n'y a rien sur l'axe X, donc c'est le plan qui est là, le plan H, donc c'est le plan Y au Z, vous voyez? Voilà. Maintenant, on va essayer de faire les sommes.
Voilà, je reviens. Alors, on va essayer de faire la somme. Donc, quand vous faites la somme f plus j, vous allez trouver la somme de l'espace engendré par i et j et de l'espace engendré par k. Nous avons dit que la somme de l'espace engendré par des vecteurs et puis une autre famille de vecteurs, c'est l'espace engendré par l'ensemble de ces vecteurs. Donc, c'est l'espace engendré par ijk. Et donc, l'espace engendré par ijk, on a vu que c'est R3. Donc, la somme de ces deux vecteurs-là, c'est R3. D'accord, hein? Voilà. Alors, de la même façon, quand vous faites la somme, voilà, la somme des... donc, je ne sais pas comment éloigner ça. C'est assez embêtant. Donc, la somme des vecteurs, la somme des espaces f et h, donc c'est l'espace engendré par ij plus l'espace par jk. Donc, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ij, j et k. Donc, on répète j deux fois. Mais bon, ce n'est pas la peine de répéter j deux fois. Donc, on trouve l'espace vectoriel engendré par, décidément, ijk. Voilà. Et donc, R3. Donc, les deux sommes, f plus g et f plus h, sont toutes les deux égales à R3. D'accord? Voilà. Maintenant, si on fait l'intersection, donc si vous faites f inter g, vous allez trouver le vecteur 0, 0, 0, c'est-à-dire 0 R3, et donc f plus g, c'est une somme directe. Hein. Vous voyez directement, hein, on va revenir, que si vous faites l'intersection de f, qui est le plan, et de g, qui est l'axe, vous allez trouver 0. D'accord? Maintenant, si vous faites l'intersection du plan f et du plan h, voyez, hein, si vous faites le plan h, intersection le plan f, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, ça se voit géométriquement, l'axe y'OY. D'accord? Bon, vous pouvez le retrouver aussi directement par le calcul. Donc, voilà. Alors, vous pouvez retrouver, donc vous avez f inter h, c'est l'axe OY, c'est-à-dire le vecteur j, et l'espace engendré par le vecteur j. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas que le vecteur nul, hein, parce que c'est tous les multiples de j. D'accord? Tous les multiples de j. Bon, si vous multipliez j par 0, vous trouvez le vecteur nul, mais si vous le multipliez par 1, vous trouvez j qui n'est pas nul. Donc, vous voyez que f plus h, c'est une somme qui n'est pas directe, alors que f plus g est une somme qui est directe et qui est R3. Donc, dans ce cas-là, vous avez g qui est un supplémentaire de f dans R3, f qui est un supplémentaire de g dans R3, mais h un supplémentaire de f dans R3. Hein? Alors maintenant, de la même façon, si vous faites G' plus G, vous trouvez l'espace engendré par J plus l'espace engendré par K, vous trouvez l'espace engendré par J et K, et donc vous allez retrouver l'espace H, d'accord? Voilà, l'espace H, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est que l'espace engendré par J et K? Les combinaisons linéaires de J et K, ben c'est l'espace H. Tout vecteur du plan Y au Z, c'est une combinaison linéaire de J et de K, d'accord? Voilà. Alors, donc, cet espace G plus G', cet espace G plus G' est une somme qui est une somme directe. Pourquoi? Parce que si vous faites l'intersection de G et de G', vous allez trouver 0 de R3. D'accord? Hein, vous pouvez le vérifier directement. Et donc, vous avez la somme G plus G' qui est directe, mais R3. Et donc, bien que la somme soit directe, G n'est pas un supplémentaire de G' dans R3. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de l'échelonnement. Voilà. Alors, donc, si E est un K-espace vectoriel qui admet une partie génératrice finie, alors E admet une base finie. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a quitté la réunion. D'accord? Alors, la définition, qu'est-ce que c'est que le rang d'un système de vecteurs x1, x2, xn? Alors, soit donc E un K-espace vectoriel et A l'ensemble
qui est formé de vecteurs, c'est une partie finie de E. Donc x1, xn. Alors, qu'est-ce que le rang de la partie x1, xn? Eh bien, le rang de A, c'est la dimension de l'espace engendré par A. D'accord? Donc, cet espace-là, hein, voilà. OK. Donc, le rang de la famille x1, xn, le rang de A, on dit RGA, on note RGA, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par A, c'est-à-dire la dimension de x1, xn entre crochets. Alors, on va donner une méthode de calcul du rang qui s'appelle l'échelonnement. Alors, on va donner 4 propositions qui permettent d'échelonner un de vecteurs. Bon, on va les donner dans le cas de 3 vecteurs. Bon. Mais le résultat qu'on va donner, il est valable si on a 4 vecteurs, il est valable si on a 5 vecteurs, il est valable dans le cas général si on a n vecteurs, n étant un entier non nul quelconque. Alors, la proposition 1, elle nous dit que si vous avez 3 vecteurs dans E, alors le rang ne peut pas dépasser 3. Hein. Donc, plus généralement, si vous avez 4 vecteurs, le rang ne peut pas dépasser 4. Si vous avez 5 vecteurs, le rang ne peut pas dépasser 5. Si vous avez 6 vecteurs, le rang ne peut pas dépasser 6, etc. Maintenant, quand est-ce que le rang est égal à 3? Il est égal à 3 si et seulement si la partie est libre. Donc, quand est-ce que le rang est égal au nombre de vecteurs? Le rang est égal au nombre de vecteurs si et seulement si le système il est libre. Hein, donc un système de 4 vecteurs, il est de rang 4 si et seulement si le système est libre. Un système de 6 vecteurs, il est de rang 6 si et seulement si le système est libre. Voilà. Bon. Alors maintenant, la proposition 3, la proposition 2, pardon, c'est la proposition la plus importante. Elle nous dit la chose suivante. Donc j'éloigne ça. Si vous avez donc E qui est un KEV et X1, X2, X3 qui est une partie libre de E et Y1, Y2, Y3 qui est une partie qui sont des vecteurs de E, tel que Y1 il s'écrit juste en fonction de X1, Y2 il s'écrit en fonction de X1, X2 et Y3 s'écrit en fonction de X1, X2, X3. Alors, bien sûr, les lambda I sont des scalaires, des éléments du corps. Lambda 1 n'est pas nul, lambda 1 n'est pas nul, lambda 2 n'est pas nul et lambda 3 n'est pas nul. C'est-à-dire, si vous voulez, le système, il est en escalier, vous voyez, comme ça. Et vous voyez, c'est comme pour les systèmes d'équations, on essaye de donner une forme échelonnée parce que, là aussi, quand on a une forme échelonnée, ça veut dire que la partie est libre. Hein. Quand on réussit à donner au système une forme échelonnée, ça veut dire que le système est libre. Voilà, c'est ça. Donc, je répète, soit E un KEV, X1, Xn une partie libre de E, bien sûr, vous échelonnez par rapport à une partie libre. Hein. Donc, en général, X1, Xn, c'est la base canonique. Hein. Voilà. Alors, si vous avez donc une partie libre de Y1, Y2, Y3, des vecteurs de E, si vous avez Y1, Y2, Y3 qui s'écrivent comme ça, en fonction de X1, X2, X3, tel que, si vous voulez, les coefficients qui se trouvent sur les marches de l'escalier ne sont pas nuls, hein, les pivots en quelque sorte, eh bien, le système Y1, Y2, Y3 est un système échelonné. Et alors, on dit que le système est échelonné, et un système échelonné, c'est le résultat de la proposition, il est une partie libre. Donc, dès que vous pouvez donner à votre système une forme échelonnée, alors votre système, il est automatiquement libre. Donc, la démonstration, elle est très facile. Donc, si vous avez AY1 plus BY2 plus CY2
égale à 0, où ABC sont des scalaires, des éléments du corps, hein, on va montrer que ABC égale à 0. Hein, c'est-à-dire que le système Y1, Y2, Y3 est nul parce que quand on a une combinaison linéaire nulle, alors tous les coefficients sont nuls. En effet, quand vous avez 0 égale à AY1 plus BY2 plus CY3, vous allez remplacer Y1 par sa valeur, lambda 1, 1, X1, Y2 par sa valeur et Y3 par sa valeur. Et puis, vous réunissez les X1 ensemble, les X2 ensemble et les coefficients de X3 ensemble. Donc, vous allez trouver X1, son coefficient, c'est A lambda 1, 1, plus B lambda 2, 1, plus C lambda 3, 1. Voilà, c'est ça le coefficient de X1. Le coefficient de X2, c'est B lambda 2, 2, plus C lambda 3, 2, et le coefficient de X3, c'est C lambda 3. C'est-à-dire que ça vous donne le système suivant. D'accord ? Voilà. Alors, je dois revenir en arrière. Non. Voilà. Voilà, donc vous obtenez le système suivant. Eh bien, le système est déjà échelonné, décidément. Le système il est déjà échelonné. À partir de la dernière équation L3, on voit que lambda 3, 3 étant non nul, donc forcément la constante C est nulle, le coefficient C est nul. Si le coefficient C est nul à partir de la deuxième équation, donc d'après la troisième, le coefficient C est nul parce que lambda 3, 3, par hypothèse, il est non nul. Et puis d'après l'équation 2, puisque C est nul et que lambda 2, 2 est nul, le coefficient B est nul. Et d'après l'équation 1, puisque B et C sont nuls, donc d'après l'équation 1, puisque lambda 1, 1 n'est pas nul, vous voyez ici, donc A est nul. Donc vous voyez, vous retrouvez que les coefficients A, B, C sont nuls, et donc le système Y1, Y2, Y3 est nul. Donc ce qu'il faut retenir, quand vous réussissez à donner à un système une forme échelonnée, alors le système, il est forcément libre. Voilà, donc c'est la deuxième propriété qu'il faut connaître pour pouvoir échelonner un système. Donc l'échelonnement, c'est une méthode puissante qui nous permet de retrouver le rang d'un système de vecteurs et même de trouver une base d'un sous-espace vectoriel. Donc très utile et très efficace et donc très peu coûteuse en termes de temps. Donc ça permet de trouver rapidement ce qu'il faut, ce qu'on cherche, plutôt que de se lancer dans des systèmes d'équations linéaires astronomiques. Hein, voilà. Alors, donc normalement, page suivante. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la résolution de notre système. Comme je l'ai dit, on voit comme ceci que tous les coefficients sont nuls. Voilà. Donc la proposition précédente signifie qu'un système échelonné est libre. Alors, autre remarque qui peut être utile dans les exercices, c'est que si vous avez A et A2 qui sont deux parties finies de E, alors A1 est inclus dans l'espace engendré par A2 et l'espace engendré par deux parties finies, bon, je répète, si vous avez A1 et A2 qui sont deux parties finies et que A1 il est inclus dans l'espace engendré par A2, alors l'espace engendré par A1 est inclus dans l'espace engendré par A2. Donc remarque qui peut être utile dans les exercices et peut vous faire gagner du temps aussi. Alors encore une dernière proposition et puis on va s'arrêter là. Alors, proposition donc numéro 3. Soit donc E un KEV, si vous avez 4 vecteurs, x1, x2, x3 dans E, et que le quatrième vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des 3, avec le lambda 1, donc combinaison linéaire de x1, x2, x3, avec le lambda 1 non nul. Alors, l'espace engendré par x1, x2, x3, c'est le même que l'espace engendré par y, x2, x3. C'est-à-dire, à partir du moment où
le coefficient lambda n'est pas nul. Donc ici, vous pouvez remplacer x1 par y. D'accord? En particulier, le rang de x1, x2, x3, c'est le même que le rang de y, x2, x3. C'est-à-dire, dans le calcul du rang, à partir du moment où y s'écrit en combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, x3 et que le coefficient de lambda 1 n'est pas nul, eh bien, vous pouvez remplacer x1 par y dans l'espace engendré et de même dans le calcul du rang. Voilà. Donc, très utile dans les exercices. Alors, la démonstration, elle est très facile. Alors, vous avez y, x2, x3 qui sont tous les trois des combinaisons linéaires de x1, x2, x3. Donc, d'après la remarque précédente, l'espace engendré par y, x2, x3, il est inclus dans l'espace engendré par x1, x2. Donc, vous avez déjà une inclusion ici. Maintenant, il suffit d'avoir une autre inclusion, d'accord? C'est-à-dire de montrer que cet espace-là est inclus dans cet espace. Alors, c'est là qu'il faut une hypothèse. Comme lambda n'est pas nul, donc x1, il peut s'écrire en fonction de y, x2, x3, de la façon suivante. Vous allez transposer lambda 2, x2 et lambda 3, x3 dans l'autre membre, et puis vous allez multiplier tout le monde par lambda moins 1. Vous allez retrouver que x1 est égal à lambda 1 moins 1 y plus moins lambda 1 moins 1 lambda 2 x2 moins lambda 1 moins 1 lambda 3 x3. Autrement dit que x1, x2, x3, il est dans l'espace engendré par les vecteurs y, x1, x2. Pardon. x1, x2, x3 est inclus dans l'espace engendré par les vecteurs y, x2, x3. Et donc, nous avons l'autre inclusion. Voilà. Donc, la proposition précédente, elle signifie que le rang d'un système de vecteurs, ainsi que l'espace engendré par ce système de vecteurs, restent les mêmes quand on ajoute à l'un des vecteurs de ce système une combinaison linéaire des autres, ou quand on multiplie l'un des vecteurs de ce système par un scalaire non nul. Donc, dernière proposition, si vous avez E qui est un K-espace vectoriel et que x1, x2, x3, y, c'est des éléments de E, si y il est dans l'espace engendré par x1, x2, x3, alors l'espace engendré par y et x1, x2, x3, c'est le même que l'espace engendré par x1, x2, x3. C'est-à-dire que à partir du moment où y est une combinaison linéaire de x1, x2, x3, vous pouvez l'enlever dans l'espace engendré. L'espace engendré par les 4, c'est aussi l'espace engendré par les 3. Donc, même chose pour le rang. Hein. Donc, la démonstration, elle est immédiate. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont suivi le cours. Vous pouvez m'envoyer des emails pour me dire quels sont les problèmes qui se posent. Et puis, bon, à la prochaine fois et je vous tiens au courant par email. Merci. Voilà, donc je vais terminer la réunion maintenant. Voilà, à la prochaine.